permettez-moi de vous remercier, au nom du président de l'Assemblée nationale, d'avoir répondu nombreux à notre invitation à ce séminaire. Votre présence massive en ces lieux témoigne de l'importance que revêtent les questions électorales pour chacun et chacune de vous, et au-delà pour la nation tout entière, et même pour la communauté internationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, adoptée par l'Assemblée nationale le 8 avril 2013 et mise en conformité avec la Constitution le 27 septembre 2013, est une juxtaposition de 6 lois régissant les élections dans notre pays. Il s'agit de la loi numéro 2005-26 du 6 août 2010 organisant l'élection du président de la République, de la loi 2007-28 du 29 novembre 2007 relative à l'élection des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village et de quartier de ville, de la loi 2009-10 du 13 mai 2009 relative à l'organisation du recensement électoral national et à l'établissement de la liste électorale permanente informatisée, de la loi numéro 2010-33 du 7 janvier 2011 portant règles générales pour les élections, de la loi 2010-35 du 30 décembre 2010 organisant l'élection des membres de l'Assemblée nationale et de la loi 2012-43 du 28 décembre 2012 portant apurement, correction, mise à jour et actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Ces différentes lois, votées entre 2005 et 2012, soit sur une période de 7 années, dans des contextes très différents, ont tout simplement été juxtaposées sans véritable souci d'harmonisation pour former le code électoral en vigueur actuellement au Bénin. Cela crée bien évidemment des dispositions incohérentes, voire polémiques, dont l'application est source de contradictions et parfois de conflits politico-judiciaires. Mesdames et Messieurs, dans la dynamique des réformes qui s'opèrent actuellement dans notre pays, la 7e législature de l'Assemblée nationale a décidé de jouer sa partition en proposant une amélioration des règles qui régissent l'organisation des élections au Bénin. Mais cet exercice ne saurait se réaliser sans une démarche consensuelle impliquant des experts et des sachants, des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre et de l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays. Telle est la raison qui motive l'organisation de cette assise. Nous espérons donc qu'au sortir de ce séminaire, le code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin aura fait l'objet d'un examen critique et holistique aboutissant à un diagnostic exposant clairement ses forces et faiblesses. Ce diagnostic devra ensuite faire l'objet d'une analyse pertinente afin de proposer des correctifs et des innovations pour aboutir à un avant-projet de proposition de code électoral pertinent et innovant. Depuis son élection, le président Patrice Talon s'est fait une obligation de réforme. Et parmi celles-ci, les réformes qui traitent de notre système partisan et du code électoral. Autrement dit, celles qui discutent de la manière dont nous animons la vie politique. Nous accédons et nous gérons le pouvoir d'État. Je suis donc heureux de prendre la parole devant vous ce matin au nom du président Patrice Talon, président de la République. Après plusieurs consultations qui se sont déroulées jusque-là dans un cadre inclusif et participatif, il nous vient aujourd'hui le devoir d'évaluer les points d'accord qu'il faudra conforter, les points d'incompréhension qu'il faudra clarifier et les points qui méritent des compromis. La 7e législature de l'Assemblée nationale, à l'instar de l'exécutif, se veut une législature de réforme en profondeur à la fois de notre système partisan et de notre système électoral. La démocratie
est, dit-on, un édifice en perpétuel chantier. Notre système électoral en est une excellente illustration. En effet, de 1990 à ce jour, nous en sommes à notre 27e loi électorale. 27e loi électorale. Si cette perpétuelle remise à plat est une preuve de la vitalité de notre démocratie, elle nous fait aussi l'obligation de nous interroger sur la pertinence des mesures que nous avons adoptées par le passé et donc de nous interroger sur celles qui nous paraissent désormais les plus adaptées pour les temps nouveaux. Après le séminaire sur la réforme du système partisan, nous voici encore réunis pour réfléchir de manière participative et inclusive sur les axes de réforme de notre système électoral. En effet, le code électoral en vigueur depuis 2013 à l'application a montré quelques faiblesses relevées aussi bien par les acteurs de la société civile que par les organes en charge de l'organisation des élections et les acteurs politiques. Certes, nos élections n'ont pas fait l'objet de contestations violentes, mais l'absence de contestations violentes n'est pas une preuve de ce que le système est entièrement satisfaisant. Nous devons donc de le reprendre, de le corriger et de faire en sorte qu'il devienne stable, pérenne et fiable. Permettez-moi de relever certains aspects qui méritent une attention particulière. Je veux parler de la réflexion sur le calendrier électoral qui nous évite d'être en permanente campagne électorale, ce qui, vous vous en doutez bien, n'est pas sans conséquence sur les activités de développement en général et les finances publiques en particulier. Je veux désigner également la question de la représentation des femmes au Parlement et au niveau des collectivités locales pour assurer une base plus élargie à notre démocratie. Je veux citer ensuite les modalités d'actualisation de la liste électorale et de l'organe en charge de celle-ci. Je veux citer en outre le déroulement des opérations de vote, notamment la transparence du processus électoral. Je veux citer enfin l'équité relativement au nombre des élus parlementaires, prenant en considération les mouvements internes de population et les dynamiques démographiques. Comme à notre habitude, depuis l'avènement de la 7e législature, la méthode que nous avons privilégiée pour adopter des réformes est la méthode participative, celle qui réunit autour d'une problématique nationale les députés constitutionnellement investis du pouvoir de légiférer, mais aussi les partis politiques, acteurs principaux de l'animation de la vie politique, et la société civile, gardienne vigilante des valeurs de notre démocratie. La permanence de la Sénat ouvre la voie à une évolution significative du management des élections et de la science électorale dans notre pays. Notre expérience a inspiré beaucoup d'autres pays africains, ainsi que des organisations internationales qui ont eu à élaborer des accords et des conventions dont le Bénin, notre pays, est partie. Je souhaiterais vivement que nous perpétuions cette tradition tout en améliorant certaines dispositions. Je voudrais simplement m'interroger sur les attributions de la Sénat, parce que si on a un organe permanent, on peut se demander si la confection de la liste électorale doit encore échapper entièrement à cet organe permanent. On peut s'interroger sur la question de la détermination des centres de vote.
est-ce que cette détermination doit échapper entièrement à cet organe permanent? C'est une question qui mérite que les honorables fixent un peu les esprits, dans la mesure où si on a quand même un organe permanent, même si l'opération technique que fait l'Agence nationale de traitement est purement professionnelle et technique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un arrimage entre peut-être cette Agence nationale de traitement et la Sénat? Et faut-il continuer à mettre en place un COSLEPI pour faire cette supervision? La question de l'organe chargé de la supervision de l'Agence nationale de traitement pourrait être évoquée à bon escient, dans la mesure où on ne comprend pas qu'il y ait une Sénat permanente et qu'on soit obligé encore de mettre en place un organe politique de quelques mois pour opérer la supervision sur l'Agence nationale de traitement. Ce qui, je voudrais être clair là-dessus, ne remet pas en cause la capacité ou le caractère technique de cette Agence nationale de traitement. Sur la centralisation des résultats, des choses ont également été dites. Je voudrais simplement finir par la question de l'élection du maire de commune. Tout le monde a vu également que cette disposition a posé beaucoup de problèmes. L'article 400 du Code électoral dispose, comme avant, que le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal en son nom, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Mais en son second alinéa, le même texte dispose désormais que, je cite, le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. Fin de citation. Ça a posé énormément de problèmes dans la mesure où on a eu des cas dans lesquels le candidat est proposé par la liste majoritaire mais n'est pas issu de la liste majoritaire. On a eu des cas comme ça où la Cour suprême a même été obligée de valider un cas comme ça récemment pour dire qu'à partir du moment où le candidat a été proposé par la liste majoritaire, même s'il n'est pas issu de cette liste, c'est que le code électoral a été respecté. Cela tient de la formulation du code, parce que l'esprit même de ce test, c'était d'éviter que la liste majoritaire n'obtienne pas la mairie, n'obtienne pas le poste de maire. Or, tel que c'est indiqué aujourd'hui, proposé par la liste majoritaire ne signifie pas forcément venant de la liste majoritaire. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les quelques points que je voudrais ajouter à ceux qui ont été évoqués par les représentants de la Sénat. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons aborder la deuxième communication qui sera donc présentée, comme nous avons dit, et qui est capitale. C'est les enjeux de la réforme du code électoral. Président Abraham Zinokwe, pendant 15 minutes, vous avez la parole. Le Bénin, fort de son expérience démocratique depuis 1990, a organisé plusieurs élections crédibles et non contestées. Toutefois, certaines situations rendent difficile un parfait déroulement du processus électoral, notamment des insuffisances, des incohérences et des contradictions de certaines dispositions du Code électoral. La loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin a été adoptée par l'Assemblée nationale le 8 avril 2013 et mise en conformité avec la Constitution le 27 septembre 2013. Je ne les cite plus, avant l'adoption de ces lois, le cadre juridique électoral était régi par 6 différentes lois que le président du comité d'organisation a évoquées tantôt. Ces différentes lois votées en 2005 et 2012, soit sur une période de 7 années, dans des contextes très différents, ont simplement été juxtaposées pour former le code électoral en vigueur au Bénin. Cette juxtaposition de diverses lois, parfois non concordantes et non harmonisées, est source de contradictions. Ces contradictions sont relatives à plusieurs éléments que ceux qui viennent de communiquer, de discuter ont mis en exergue. Je voudrais juste rappeler ici la détermination exacte de la période électorale, la détermination de la date de déclaration de candidature, la non-pérennisation de l'organe en charge de l'actualisation du fichier électoral. Aussi, peut-on constater qu'il existe très souvent des difficultés liées à l'installation du COSLEPI, organe d'orientation et de supervision
de supervision de la liste électorale chargé d'actualiser annuellement le fichier électoral. On pourrait également noter l'incohérence du nombre d'élus parlementaires au regard de la taille de la population dans certaines circonscriptions électorales et la faible représentativité des femmes au Parlement ou au sein des conseils communaux et locaux, comme l'a souligné le président de l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, et au regard des difficultés d'application du code électoral en l'état, il est impératif, et c'est ce qu'ont fait les parlementaires qui ont pris l'initiative en vue d'améliorer et de corriger ces insuffisances de la loi. Un autre défi terminologique est celui du poste de vote au lieu de bureau de vote, qui est une terminologie consacrée en droit électoral, qui désigne aussi bien l'espace de vote que le personnel qui le dirige. Après ces quelques remarques de forme, qu'en est-il des enjeux de fond? De fond, les enjeux sont multiples. La liste n'est pas exhaustive. Il concerne la LEPI, et ce que nous pouvons dire de la LEPI, nous pouvons dire qu'elle est en transition, puisqu'elle prend fin d'ici 2021. Donc il va falloir que dans les ateliers, nous puissions réfléchir sur cette liste électorale. On peut souhaiter qu'il y ait plus de professionnalisation au niveau de la Sénat. C'est des questions en réflexion. Le mode de scrutin, on doit réfléchir sur ce mode de scrutin qui renforcerait le regroupement, les regroupements politiques entre de grands blocs. La représentativité des femmes peut faire l'objet d'un consensus, même s'il faut aller à une révision constitutionnelle. Le nombre de députés, compte tenu des dynamiques démographiques, on cite souvent l'exemple de villes qui ne sont pas loin de Cotonou, où il y a une sous-représentation des élus de ces circonscriptions. Il y en a aussi bien dans la partie septentrionale que près de Cotonou. Donc il s'agirait que de l'équité en termes d'un député pour un même nombre d'habitants ou un nombre voisin. Le coût des élections, on doit y réfléchir par rapport au calendrier électoral. La question a été abordée. Si vous permettez, nous jetons un coup d'œil rapide sur les faits au regard de ce code électoral qui est en vigueur. Nous sommes en 2018, année de campagne pour les législatives. En 2019, nous aurons les élections législatives. 2020, les élections communales. 2021, élections présidentielles. 2022, campagne pour législatives de 2023, où il y aura les législatives. 2024, campagne pour communale de 2025. 2026, présidentielle. 2027, législative. Ainsi de suite. 2028, où il y a un vide. En 2029, campagne pour communale de 2030, 2031, présidentielle et législative. En 13 années, une seule, 2028, ne connaîtra ni élection ni campagne électorale. Chers participants, ça pose
problème. Il faut qu'on y réfléchisse et qu'au niveau des ateliers, on puisse penser à faire des élections générales pour réduire, le tant soit peu, le coût des élections. Donc vous voyez que le calendrier, la fréquence vraiment, il y a problème. On ne peut pas rester indifférent dans un pays comme le nôtre. Bref, le défi de la transparence, de la fiabilité des résultats est au niveau des bureaux de vote. Un ancien président de Cour constitutionnelle, le doyen Robert Dossou, à une question qui lui a été posée, à savoir si ce n'est pas la Sénat et la Cour constitutionnelle qui ont généré le chaos de 2011, il a estimé que ce n'est pas le cas, que, et c'est son point de vue, au niveau des électeurs et des urnes. Il a expliqué que les procès-verbaux issus des bureaux de vote, c'est ça que la Cour reçoit et c'est sur ça que la Cour travaille. Il a estimé, s'il y a fraude, ça veut dire que tous les membres du bureau de vote se sont entendus pour frauder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au niveau du bureau de vote que le résultat le plus fiable est acquis. Alors, si la précédente mandature a fait un effort de décentraliser les résultats au niveau du conseil d'arrondissement, en y mettant des magistrats, des hommes de droit, avec l'affichage. Bon, je ne sais pas si l'affichage est prévu à ce niveau. Ce serait préférable qu'il en est ainsi. Moi, de mon point de vue, de mon analyse, la précédente mandature peut aller un peu plus loin en descendant au niveau des bureaux de vote et rendre les bureaux de vote plus fiables. Qu'on ait de connaisseurs, des responsables, ça peut être des régies financières, etc., à ce niveau, pour que la crédibilité des résultats au niveau des bureaux de vote ne soit pas mise en cause. Car dès que les résultats acquis au niveau des bureaux de vote sortent de là, on n'est plus sûr de rien. Quand ça voyage, on n'est plus sûr de rien. Mais au niveau, parce que le droit commun de la proclamation des résultats dit que c'est le président du bureau de vote qui proclame les résultats de son bureau. Ça veut dire que c'est là qu'il y a la fiabilité des résultats. Ça veut dire qu'il y a contestation, c'est au niveau du bureau et c'est à une échelle respectable qui permet d'instruire le dossier. Mais plus on monte, plus les enveloppes s'accumulent, plus on a de mal à avoir des résultats fiables. Si on veut des résultats fiables, c'est à la base. Donc, c'est des réflexions à la mandature de voir si l'effort qui a été fait au niveau du conseil d'arrondissement, si le même effort ne peut pas être fait au niveau du bureau de vote avec l'accompagnement des médias. Après donc l'affichage des résultats provisoires, les médias peuvent en faire écho. Une observation conclusive, elle est relative à l'ordonnancement juridique. Le code électoral ne doit contredire la charte des partis qui doit être conforme à son tour à la Constitution, conférée les articles 5 et 6 de notre Constitution. Je vous remercie. Je voudrais, à la suite du président Zinouhoué, ajouter quelques propositions et recommandations
après avoir relevé certains constats suite à la mise en pratique du code électoral, le président Zinerowe a parlé de l'organe de gestion des élections, qu'est la Sénat. Par rapport à l'expérience de la Sénat permanente mise en œuvre depuis 2014, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui demeurent persistants. Il est vrai que la permanence est un acquis, et ça, il faut s'en féliciter, mais il y a que l'esprit, une partie de l'esprit qui a présidé à la mise en place de cette Sénat permanente me semble être encore en difficulté. De quoi s'agit-il? Je vais relever quelques constats en 2015 et 2016 pour y arriver. Je rappelle que lorsqu'il s'est agi de désigner le représentant des magistrats à la Sénat, il y a eu beaucoup de tractations à l'Assemblée nationale, je ne vous apprends rien. Et il a fallu plusieurs tours de vote avant d'en arriver à en désigner un. Deuxième constat. Il y a eu de nombreuses polémiques autour des désignations des coordonnateurs d'arrondissement, des membres des postes de vote et même du personnel d'appui de la Sénat. Troisième constat, nous avons assisté le 18 août 2015 à l'émission d'un vote de défiance vis-à-vis du coordonnateur du budget de la Sénat pour gestion solitaire et opaque. Ça me rappelle étrangement ce qui se passe dans les conseils communaux. Ensuite, un autre constat, et ça, ce n'est pas forcément visible pour ceux qui ne s'intéressent pas au fonctionnement quotidien de la Sénat, c'est que l'attelage qui a été prévu dans le code électoral par rapport aux cellules opérationnelles de la Sénat, au secrétariat exécutif permanent et aux membres de la Sénat souffre encore de quelques couacs. Je regarde dans le code électoral, vous verrez à l'article 33 du code électoral, il est dit que le secrétaire exécutif permanent de la Sénat est chargé de la coordination des activités du secrétariat exécutif, lequel secrétariat exécutif comporte les 4 cellules opérationnelles de la Sénat. Et lorsque vous allez plus loin, à l'article 37 du même code, vous lisez que les membres de la Sénat, en dehors de son président, sont chacun responsables des cellules d'appui opérationnel. Cela veut dire que le secrétaire exécutif permanent coordonne les activités des cellules et les membres de la Sénat sont responsables des cellules. Alors, ce qui fait que finalement, il y a un tiraillement entre les acteurs, excusez-moi le terme, politiques, qui sont les membres de la Sénat, et l'acteur supposé technique, qui est le secrétaire exécutif permanent de la Sénat. Donc, cet aspect qui était visé pour être réglé par le code électoral nous semble être resté en l'état. Et il faut donc imaginer un autre mécanisme qui permet de distinguer la Sénat, organe politique, d'une autre structure qui va gérer de façon pratique l'organisation des élections. Et de ce point de vue, il me semble que la formule du Cameroun pourrait être, expérimentée. Et qu'est-ce qu'il faut au Cameroun? C'est que l'ECAM, qui est l'organe électoral, est constitué de 2 organes. Le Conseil électoral, qui fonctionne comme un organe d'administration, qui supervise les travaux de la Direction générale des élections. Et le directeur général des élections est recruté, il est un professionnel, et c'est lui qui gère l'administration et qui organise de façon pratique les élections. Donc, voilà une piste que je pense que nous pourrions explorer pour finalement régler cette question qui reste en l'état. L'autre chose par rapport toujours à l'organe de gestion des élections, c'est qu'il faudrait veiller à ce qu'il n'y ait pas une rupture brutale entre 2 mandats de cet organe. Aujourd'hui, nous avons dans le code, il est prévu un organe de gestion des élections permanent sur une période de 7 ans non renouvelable. Ce qui signifie qu'à la fin du mandat de la Sénat actuelle, il faudra choisir 7 autres membres de la Sénat et tous ceux qui sont là actuellement devront plier bagage. Cela peut constituer une rupture qu'on pourrait régler
en utilisant la formule du renouvellement par tiers ou par moitié. On verra bien selon le nombre que l'on aura. L'autre aspect sur lequel je crois également qu'il y a un enjeu de taille à régler, c'est l'attelage Sénat-COSLEPI. Le COSLEPI, aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, nous semble avoir fait son temps. Et personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut supprimer désormais le COSLEPI et confier les attributions de gestion et d'actualisation de la liste électorale au seul organe Sénat, qui pourra avoir une vue globale et avoir la main sur l'ensemble du processus. Ceux qui m'ont précédé l'ont dit, lorsqu'un intrant comme la LEPI échappe, comme la liste électorale échappe à l'organe de gestion des élections, cela peut créer des situations difficiles à gérer et on l'a déjà vécu en 2015 et en 2016. À ce niveau également, je pense qu'il faudrait, au niveau du fichier électoral, il faudrait penser à faire des recoupements, pour ne pas dire des passerelles avec d'autres bases de données existantes pour permettre progressivement d'apurer et de fiabiliser le fichier électoral. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de bases de données, dont la dernière en date est la base de données issue du RAVIP. Nous avons une base de données issue du recensement agricole, ainsi de suite. La carte d'identité, le passeport. Il faudrait trouver des passerelles pour permettre que progressivement le fichier électoral soit assaini et régler également la question de l'état civil pour que l'un dans l'autre, on puisse, sans avoir besoin d'être tous en train de surveiller tout le temps ce qui se passe, avoir une liste électorale fiable. Bon, l'autre point, le président Zinofou en a parlé, c'est le piège des cycles électoraux permanents. Effectivement, il a dit, d'ici d'aujourd'hui à 10 ans, nous n'aurons que des années électorales et préélectorales. Je vais aller plus loin que le président Zinofou en termes de recommandations, en disant que sur ces aspects, il y a deux formules possibles. Il est possible, de mon point de vue, de regrouper les élections qui, aujourd'hui, permettent d'élire des personnes qui ont le même mandat. Nous avons aujourd'hui le président de la République qui a un mandat de 5 ans. Nous avons les conseils communaux locaux qui ont un mandat de 5 ans. Il est possible de trouver le moyen de mettre ces deux élections ensemble et l'autre élection qui a un mandat de 4 ans, c'est-à-dire l'élection des députés, pourra venir en temps. Et ça permet d'économiser en termes de répétition. C'est la première formule. La deuxième formule possible, c'est les élections générales. Et à ce niveau, forcément, il faut passer par la révision de la Constitution. Je sais que ça pose également polémique, mais si on peut obtenir un consensus sur cette question, comme sur d'autres questions, on peut procéder à ce que certains ont appelé une révision ciblée ou chirurgicale. Oui. Et à ce niveau-là, on pourrait réviser la Constitution de sorte à faire passer le mandat des députés à 5 ans et trouver les dispositions transitoires pour permettre à ce que toutes les élections se retrouvent à être organisées la même année. Cela nous éviterait d'être en permanence en période électorale ou préélectorale. Au Bénin, bien sûr. Alors, autres améliorations envisageables, là je vais y aller rapidement. La question des candidatures indépendantes, c'est déjà dit. L'approche genre, c'est déjà dit. La représentativité des élus, c'est dit en termes de ratio entre la population et le nombre de sièges. Mais également la représentativité sous l'autre aspect également de seuil de représentativité. C'est-à-dire que dans une perspective de clarification du paysage politique, il serait bon que, puisque les députés sont des élus de la nation et non de leur circonscription électorale, il serait bon de renforcer la légitimité des députés élus sur les listes des partis politiques en fixant un seuil en deçà duquel on ne doit pas octroyer des députés à une liste, même si elle a eu à obtenir des députés dans des circonscriptions électorales. Cela renforce la légitimité des élus et permet en même temps de clarifier progressivement le paysage politique. L'autre chose qui pourrait être égale, l'aspect sur lequel on pourrait également jouer, c'est l'aspect alliance de partis politiques. Parce que les alliances circonstancielles de partis politiques ne permettent pas de voir effectivement le visage
politique d'un pays. Donc, je suggère à ce niveau qu'on choisisse de jouer sur l'un ou l'autre, ou bien l'un et l'autre de ces aspects-là, pour permettre progressivement d'aller vers une clarification du paysage politique. La question de la décision du report des élections. Le Code électoral, en son article 49, a réglé en partie la question, en disant qu'en cas de force majeure, on procède au report des élections suite à une concertation entre la Sénat et les forces politiques. Mais le Code n'a pas dit, après les concertations, qui est-ce qui décide de la nouvelle date. Et cela a posé problème en 2015 et c'est finalement la Cour constitutionnelle qui, d'autorité, a dû régler la question. Il serait bien de clarifier, Sénat ou Cour constitutionnelle, qui fixe la date, la nouvelle date après les consultations. Les conditions d'élection du maire, il y en a déjà été question, mais moi je voudrais même aller au-delà en disant, soit on rend plus clair cette disposition de l'article 400, soit on peut même faire l'option d'aller directement à l'élection du maire au suffrage universel par les populations. C'est une piste envisageable, je pense qu'on pourrait en discuter. Le niveau d'instruction des élus. Le Code électoral dit que pour être élu aux fonctions de conseiller de village et de quartier de ville, il faut savoir lire et écrire en français. C'est difficile d'application sur le terrain dans nos villages où nous connaissons le taux d'illettrisme de nos parents. Or, les personnes qui sont les plus à même de jouer ces rôles à la base sont des personnes qui n'ont pour la plupart pas été à l'école. Alors, est-ce qu'il faut continuer de maintenir cette disposition? Je pense qu'on pourrait, pour le cas seulement des élus locaux, envisager de faire sauter cette exigence. Je finirai par les délais des recours et de règlement des contentieux des élections locales. On se rend compte à la pratique que la disposition de l'article 124 alinéa 2 et 3 du Code, à la pratique, cette disposition-là est inopérante. Parce que jusqu'à aujourd'hui, des recours continuent d'être déposés au niveau de la Cour suprême. Alors que la loi dit que tous les recours doivent être vidés en un délai de 6 mois. Et j'aurais fini en disant que ma proposition à ce niveau est d'envisager la possibilité de décentraliser la gestion du contentieux au niveau des tribunaux administratifs qui existent aujourd'hui et que la Cour suprême reste un recours en dernier ressort. Voilà les quelques apports, les quelques compléments que je voudrais faire à la présentation du président Zizi Lokwe. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le texte, comme vous le constatez, est articulé autour de 6 livres. Autour de 6 livres. Ce texte que vous avez entre les mains participe en fait de la même dynamique, de la même logique, celle de la transparence, comme par le passé. Et en droit, il y a ce que nous appelons le principe du cliquet, c'est-à-dire qui dit que lorsque, en matière de démocratie, en matière de transparence, vous êtes arrivé à un niveau donné, ne reculez plus, vous ne devez plus reculer. Et je pense que ce principe ici a été largement observé sur ce texte-là. Il comporte 397 articles contre 470 de l'ancien code. Vous voyez, chers séminaristes, qu'on a élargué, on a expurgé, comme le disait le premier communicateur, je pense le second, le président Zédoué, et même le discutant, on a expurgé tout ce qui était transitoire, ce qui était provisoire. C'est-à-dire les aspects qui avaient trait à la Mirena, au RENA, au CPS-REPI, ainsi de suite. Vous savez que ces aspects étaient juste transitoires et provisoires. Donc, en expurgeant tout ça, on s'est retrouvé avec 397 articles contre 470 que comportait l'ancien code. Le premier livre a été maintenu. Il s'agit des règles générales à toutes les élections en République du Bénin, c'est-à-dire les règles communes aux élections présidentielles, législatives, communales et locales. Le second livre traite de l'appurement, de la correction, la mise à jour, l'actualisation du fichier électoral national
et de la liste électorale permanente informatisée. Le troisième livre, les règles particulières pour l'élection du président de la République au Bénin. Le quatrième livre, les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Le cinquième livre, les règles particulières pour l'élection des membres des conseils communaux ou municipaux. Et les dispositions communales, donc en dernière position. Je ne vais pas discourir, puisqu'il s'agit d'un texte qui est là. Tout le monde a pris connaissance de ce texte avant d'être ici. Je vais juste mettre l'accent dans un élan descriptif et non analytique pour commenter un peu certains aspects. Je vais parler notamment du cadre institutionnel tel qu'il ressort de ce texte-là. Comme l'ont dit beaucoup de communicateurs, de beaucoup de personnes ici déjà, la Sénat a déjà acquis une certaine notoriété dans notre pays. Il y a des efforts pour améliorer donc, la Sénat. Dans le texte actuellement, la Sénat, tel qu'elle ressort dans sa nouvelle configuration dans le texte-là, est composée de 9 membres et pour un mandat de 6 ans. Donc vous allez voir, c'est dans le texte, vous allez l'approfondir tel que vous voyez. Et du point de vue de ces attributions, la Sénat a évolué dans le texte. Elle regroupe désormais les attributions qui étaient dévolues au COSLEPI. Beaucoup l'ont déjà souligné ici. Moi, j'ai déjà ôté beaucoup de commentaires. Je n'ai plus grand-chose en réalité à dire. Donc le COSLEPI disparaît dans le texte qui est soumis à votre appréciation. Et ces attributions sont dévolues à la Sénat. Mieux, plus large, la Sénat reprend en compte, à son compte, la gestion des partis politiques et du financement des partis publics des partis politiques. Donc, vous voyez que le texte est un texte qui, comme par hasard, répond déjà à certaines interrogations posées ici. Un autre point intéressant que j'ai noté, que peut-être on va peut-être voir ensemble, c'est au niveau des conditions d'éligibilité. Les conditions d'éligibilité sont fondamentalement restées les mêmes dans le texte. Ce sont les mêmes, les conditions générales qui sont à l'article 47 et les conditions particulières à chaque élection, elles n'ont pas évolué. Donc c'est l'âge et les autres éléments de capacité. Le financement des campagnes électorales, au Bénin présentement, nous avons la loi actuelle fixe à 15 millions pour les législatives, à 2,5 milliards pour les présidentielles. Ces limites sont maintenues. Mais au regard des réalités, est-ce qu'il faut les maintenir? C'est une question que je vous pose là, qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il faut les maintenir à ces limites-là? Autre élément d'appréciation, il s'agit du nombre et de la répartition des députés. Vous savez que le Bénin, au début, nous étions à 60 députés. On est passé par 60 députés après le ACL, après la première mandature. Je pense qu'il y a 60 députés. Aujourd'hui, nous sommes à 83. Donc, c'est un ratio qui a gouverné à cela. Il y a les anciens présidents qui sont là, qui vont le confirmer. Donc, aujourd'hui, on est à 83. Fixé depuis quand? Depuis aujourd'hui plus de 20 ans, les 83. Mais en temps, la population a évolué. Est-ce qu'il faut qu'on s'en tienne à ça, aux 83 députés qui sont là? Donc, c'est des questions que nous nous posons. Vous savez, le Bénin aujourd'hui est à près de 11 millions. Quel référentiel? Donc, c'est des questions que je vous pose. Au niveau de la répartition, le discutant, Olivier est revenu là-dedans sur ça, avec le premier discutant. La répartition, est-ce qu'il faut la maintenir en l'état? Donc, au niveau de la répartition, je ne vais plus revenir sur ça. Les discutants sont revenus largement sur ça. Mais il y a une question qui est revenue, donc qui mérite encore d'être posée. Est-ce qu'il faut maintenir en l'état cette répartition aujourd'hui avec la dynamique démographique où il y a des déplacements, des immigrations des communes à une autre? Par exemple, le cas de Calavi, qui est devenu aujourd'hui la première ville du Bénin. Est-ce qu'il faut maintenir en l'état? La ville la plus peuplée du Bénin, c'est Calavi. L'autre point, c'est les mandats et les échéances électorales. Dans le présent texte, les mandats sont maintenus en l'état, ainsi que les échéances électorales. Quelqu'un a déjà fait un commentaire très large sur ça. 4 ans pour les députés, 5 ans pour les autres.
C'est ce qui a été donc reconduit dans le texte qui est à votre appréciation. Et la bonne question a été posée. N'est-il pas opportun de penser à un réaménagement du cycle électoral? Donc, vous voyez qu'en réalité, je n'ai plus rien que de présenter le texte de façon très matérielle et de façon très subjective. Monsieur le Président, je voudrais finir en faisant un clin d'œil au contentieux électoral dont donc, le principe est maintenu dans le texte. Le texte n'a pas bousculé le contentieux, qui est un pan essentiel d'un code. Et, là également, une question a été posée. Il s'adresse certainement aux législateurs que nous sommes. Est-ce qu'il faut toujours engorger la Cour suprême avec un contentieux sans fin jusqu'à demain? On continue toujours de rendre des décisions. Donc, chers participants, voilà les grands pans de ce texte qui est porté à soumis à votre appréciation. Évidemment, si il faut revenir sur les questions fondamentales sur lesquelles nous devons opiner ici, je pense que le nombre de députés la question du nombre de députés a été abordée. La question de l'approche genre, disons, du nombre, de la représentativité des femmes au Parlement a été abordée et cela nécessite nécessairement une révision ciblée de la Constitution, de même que la question de l'arrimage des mandats entre les élus nationaux et les élus locaux. Cette question aussi nécessite une révision ciblée. Il nous revient d'opiner sur ces questions ici afin de réaliser certainement un consensus afin que cela puisse avoir lieu. Une question fondamentale par rapport aux critères d'éligibilité qui est celle du quitus fiscal. Et je pense que ça n'a pas été abordé. Je pense qu'il est question aujourd'hui que nous puissions opiner par rapport à ce genre de questions. La question du calendrier électoral qui nous amène en permanence à une situation d'un pays constamment en effervescence électorale et jusqu'en 2033 environ. Cette question aussi a été abordée. Donc je ne vais pas reprendre ces mêmes questions. Maintenant, il y a une question qui n'a pas été du tout abordée par tous mes prédécesseurs. C'est une question liée nécessairement aux questions d'éligibilité. Lorsque nous prenons les conditions d'éligibilité, nous constatons à l'article 12 que les individus condamnés pour crime sont exclus, sans autre précision. Nous constatons également que lorsqu'on prend l'article 250, les personnes condamnées pour crimes et délits économiques aussi sont exclues ad vitam aeternam. Mais en effet, les droits civiques sont des droits fondamentaux et nous ne pouvons pas nous permettre de priver à vie un citoyen lorsqu'il a fini ses peines punitives vis-à-vis de la société. Nous n'en voulons pour preuve que le cas de la France, vous vous rappelez bien de l'affaire du sang contaminé avec Fabius. Nous n'en voulons pour preuve que la France et plusieurs autres pays de grandes démocraties où les condamnations à la privation des droits civiques et politiques sont prononcées pour une durée précise. Je pense qu'il faudra que nous revoyions
un peu ces questions-là pour que certains ne soient pas dans un principe, ne soient pas pris dans l'étau du principe qui consiste à les exclure définitivement de la vie alors qu'ils ont purgé leur peine. Alors on pourra peut-être limiter ces cas d'inéligibilité dans le temps afin de pourvoir à la réinsertion de nos concitoyens qui entre-temps étaient des divorcés et qui ont été reconvertis parce qu'il n'y a pas d'hommes qui ne soient pas perfectibles. C'est les animaux qui peuvent être de ce genre. Nous devons opiner par rapport à ces questions. Et voilà quelques questions qui ont été déjà abordées et celles autres qui n'ont pas été abordées et que je voudrais soumettre à l'appréciation des séminaristes. Je vous remercie. Chaque intervenant aura maximum 2 minutes. Je dis bien 2 minutes. Les intervenants qui seront répétitifs seront arrêtés aussitôt. Si un intervenant n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui a été déjà dit par la communication et qui semble être accepté de tous, ce n'est pas la peine, si vous voulez, de prendre la parole. J'ai entendu des choses utiles sur la nécessité de faire une place plus importante dans la vie politique aux femmes qui constituent plus de la moitié de la population. Le Bénin est en retard par rapport à beaucoup de pays de la sous-région sur la question. Et c'est bon que cette réflexion puisse se faire. Un code n'est jamais figé. Il doit pouvoir s'adapter aux nouvelles aspirations des populations. Alors j'espère que de nos réflexions ou de vos réflexions fructueuses et pertinentes sortira un code davantage consensuel pour garantir la paix dans notre pays et la stabilité des institutions. Merci et bonne chance. Qu'un magistrat se retrouve 15 années de manière continue à un même poste, ça a été une difficulté. Ça n'a pas été facile d'obtenir les 3 que nous avons eus parce que parmi eux, il y avait des gens qui avaient fait le parquet. Donc j'aurais souhaité, pour ne pas avoir ces mêmes difficultés, parce que les magistrats avaient envie en ce moment-là de surseoir à la désignation et de demander à la Cour d'éclairer leur lanterne. Donc je voudrais que cette difficulté-là de magistrats ayant exercé de façon continue pendant 15 ans au moins, cela soit réglé dans le cadre de cette proposition de loi. Je vous remercie. Dans un pays où l'Université nationale forme des cadres supérieurs, des experts en management des élections, on prend prioritairement les magistrats pour organiser les élections. Je pense qu'il faudrait d'abord faire appel à ces experts spécialistes des élections et c'est lorsque ces gens-là ne suffisent pas qu'on peut aller sur les autres filières de spécialités pour pouvoir combler ce vide-là. Donc les spécialistes des élections sont formés par l'Université nationale du Bénin, niveau Bac plus 5, donc ils sont prioritairement identifiés pour ces tâches-là. Au niveau de l'article 104, la Sénat a fait une proposition sur les types d'enveloppes et a parlé d'enveloppes inviolables en polyester. Il y a une loi sur les sachets plastiques. Je crois qu'il faut enlever la matière et garder simplement enveloppe inviolable. L'article 106 demande au coordonnateur d'arrondissement de rapatrier les résultats la nuit même des élections. J'ai toujours travaillé à la Sénat et depuis que la Sénat est devenue permanente, coordonnateur d'arrondissement, mais c'est quasiment impossible la nuit même pour des arrondissements éloignés de Cotonou de rapatrier les résultats la nuit même. Regardez notre constitution, elle est pauvre en matière de détermination économique. Et il n'est pas étonnant que nous soyons le modèle de démocratie en Afrique, mais qu'on ne soit pas le modèle de développement économique. C'est un problème. Vous êtes ici les représentants du pays. Commencez par réfléchir à ça. Pourquoi depuis 25 ans,
le Bénin modèle de la démocratie, ne permet pas au Bénin d'être aussi modèle de développement économique. Non, il faut réfléchir à ça. Ça, c'est un problème, bien sûr, qui est plus élevé que ce que nous faisons aujourd'hui, puisque ça concerne la Constitution. Alors, lorsqu'on parle de code électoral, c'est naturellement important parce que c'est le code électoral qui met en œuvre l'expression du suffrage pratique. Donc, c'est ça des enjeux importants. Si on règle ça mal, eh bien, le peuple ne pourra plus s'exprimer et le suffrage universel sera tout à fait dévié. Les élections coûtent cher. Qui nous impose la cherté des élections? Question de fond. Et par rapport à cela, les regroupements, tel que c'est dit, j'approuve l'essentiel, je pointe seulement les éléments sur lesquels on va mener les débats en profondeur dans les ateliers. Par rapport au regroupement, oui, mais les élections au niveau local et au niveau communal, on peut les regrouper ensemble. Ce qui est au niveau national, les législatives et les présidentielles. Maintenant, par rapport au niveau local, en toute sincérité, on a besoin de milliards pour choisir nos, comment on appelle, les chefs de village, les conseillers là. Nous avons l'expérience du PRPB. Je n'ai pas fait PRPB. Nous avons l'expérience du PRPB qui permet de combattre en même temps les questions de déviance par rapport à l'éthique. On dit de monter sur la table. Vous montez sur la table, un paysan peut battre quelqu'un avec 5 milliards au niveau du village. Donc nous avons, la table est là, ça coûte combien? En une matinée, c'est terminé, sous un arbre ou à l'école. On a besoin de bulletins. Il faut que quelqu'un a qu'on appelle sa carte d'électeur. Vous êtes là ou bien c'est sur la table ou allez, alliez-vous là. Ceux qui les choisissent, c'est ça la démocratie directe même. Personne ne dira qu'on l'a volé, on l'a. Point, le premier point. C'est clair. Deuxième élément, je dis bien deuxième élément, le mode de scrutin. Je dis le mode de scrutin, il faudrait que ça fasse de débat. Le scrutin qu'on a utilisé jusqu'à présent, de mon point de vue, c'est ma conviction, c'est un scrutin injuste et hypocrite. Il faut qu'on réfléchisse par rapport à ça. La première fois que j'ai mis pied à l'Assemblée nationale, c'était le premier problème que j'ai posé. Et c'est parce que c'est injuste, hypocrite, que ça nous amène à toutes les déviances là. Le combat au niveau, comment on appelle, la tête de liste, ça vient d'où? Ça vient de là. Et les problèmes d'éthique en politique, ça vient de là. Non, il faut qu'on revoie ça de mon point de vue. Je vais des argumentaires par rapport à ça. Ailleurs, ce n'est pas seulement celui qui était des listes qui a déclaré élu lorsque une liste a un siège. Qui a apporté le plus de voix? Les autres sont là pour travailler comme des ouvriers. Alors, ce n'est pas toujours celui en tête de liste qui est plus populaire dans une région donnée. Donc, de ce point de vue, on va revenir sur ces questions-là qu'on doit pouvoir approfondir. Et dernier élément, nous avons aussi des textes inapplicables par rapport au niveau de compréhension de nos populations. J'ai dit des crimes sont commis au niveau des villages, mais les conditions dans lesquelles il faut oser, il faut faire les saisines et tout, finalement, il faut aller voir qu'on constate ceci, qu'on constate. Par rapport au niveau de nos populations, nous-mêmes, nous voulons des choses son contraire. Nous voulons voir les textes par rapport à nos réalités. Il faut définir clairement les modalités de cette représentation des femmes à l'Assemblée. Et pour y parvenir, je pense que nous pouvons déjà penser en amont à des projets pouvant aider à la scolarisation des filles et poursuivre la réflexion au niveau des universités avant de penser à la représentation des femmes à l'Assemblée. C'est vrai que la proposition est que le maire soit élu au suffrage universel direct, mais avec toutes les précisions. Et la NCB est prête à verser ses résultats, à vous verser ces résultats. Deux, c'est par rapport à la centralisation des résultats lors des élections. Je pense que Maître Zizroupé a dit vrai. Les résultats fiables, c'est les résultats qui sont sortis directement des urnes, mais en présence de tous les représentants des partis politiques. En présence des représentants des partis politiques. Il faut exiger ça. Le Bénin a très bien choisi l'unité de centralisation. C'est l'arrondissement, il y en a 546. Et je vous informe que dans les pays où les résultats sont donnés à temps, il n'y a pas de terminaux
relié à une unité centrale. Non. On fait le décompte devant tous les représentants des partis politiques. Les procès-verbaux sont signés par tout ce monde-là. Et on affiche en un lieu sûr, il y a des tableaux d'affichage, scellés, et après, celui qui coordonne communique à la Sénat par téléphone. Donc on a seulement 546 coups de fil. C'est ça. Parce que dans le transport, c'est là où tout se joue. Et même dans les décomptes, si tous les représentants ne sont pas là, moi je peux voir 03, il dit 30. Chef, 30, il dit oui, 30. Mais tout le monde voit. Comme ça, si on n'a pas besoin de faire des réclamations, le transport, ça là, on finit les élections et 1 heure de temps après, on s'occupe des problèmes économiques. Proposer des moyens modernes de transport et de transmission des résultats, il faut encore des précisions. Parce qu'il y a plusieurs sortes de moyens modernes. L'hélicoptère est un moyen moderne. Supposons que l'hélicoptère vient poser quelque part et qu'on transporte à bord de l'hélicoptère des résultats. À moins que vous vous rapprochiez de nos gardiens du temple pour avoir des pouvoirs pour survoler et suivre l'hélicoptère, il serait pratiquement impossible de savoir ce qui se passe en l'air. Nous constatons qu'il y a la nécessité d'améliorer le test. C'est pour ça que j'apprécie, à mon niveau, les efforts de faire pour conforter ce que nous avons. Par exemple, la question du COSLEPI, la question de la femme, etc. Mais, contrairement à ce que mon aîné professeur a dit au niveau de la 3e communication, que sur les règles d'inéligibilité, les règles de choix de candidature, que apparemment rien n'a été fait de modificatif, on constate qu'il y a quand même des questions de fond profondes qui sont prévues pour ne serait-ce changer les règles du jeu. Je crois que les questions seront abordées dans les commissions sur le sujet. Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs. J'aurais bien souhaité qu'ils énumèrent ce qu'on met dans infraction involontaire. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Étant donné que nous sommes à plus de 6 mois des élections, il serait bien que nous puissions mettre en œuvre ces réformes pour les expérimenter. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que, bon, il ne faut pas aller à des élections générales. Cela suppose que nous voulons continuer, après 27 ans ou 28 ans d'expérimentation de notre processus démocratique, nous voulons continuer dans le train-train qui nous arrière dans ce pays. Et il faut profiter donc de ces réformes-là également pour régler définitivement la question des femmes. Ça fait honte à notre pays lorsque nous allons dans les instances internationales et que nous voyons que nous sommes parmi les derniers à avoir vraiment une représentation suffisante des femmes à l'Assemblée nationale. Je voudrais intervenir sur 3 points contenus dans 2 articles, 242, 249. Et je voudrais nous inviter à tout faire pour éviter l'exclusion. Vous voyez, quelque part on a parlé de quitus fiscal. Et c'est ça qui gêne. Personne n'a interdit que ceux qui aspirent à une fonction élective payent leurs impôts. Pour le président de la République, voici la formulation qui est dans le même texte. Article 230. On dit la preuve du paiement régulier d'impôts sur les revenus et de l'impôt foncier des 3 dernières années précédant l'année de l'élection. Mais pourquoi ne pas mettre ça pour les députés? Il y a autre chose, c'est la question de vivre 1 an sans discontinuité. Qu'est-ce que vous mettez dans ça? Est-ce que ça dit que quelqu'un qui va en congé pour quelques jours, au Togo, tout ça là, il ne peut pas être candidat? Là aussi, ça exclut. Dans d'autres pays, il y a même un quota pour ceux de la diaspora. Mais ici, nous ne commençons pas à dire qu'il faut vivre 1 an de façon continue pour être candidat, ce n'est pas bien. La question du pourcentage qu'il faut avoir pour valider un siège dans une circonscription électorale. La circonscription pour les élections législatives, c'est un certain nombre de communes à Padjougou. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a moins de voix qu'un autre dans une circonscription parce que son parti a plus de pourcentage au plan national
et laisser celui qui a eu plus de voix dans la circonscription. Ça veut dire que vous faites une négation de la volonté du peuple dans la circonscription de se donner un député. Parce que son parti ou l'alliance de partis n'a pas pu avoir, je suppose, 10% au plan national, alors que c'est lui qui a recueilli le plus grand nombre de voix dans la circonscription, qui ne peut pas être député. C'est pas vrai, c'est pas juste. Là aussi, moi je dis, ce n'est pas bien. Encore que le but recherché ne va pas être atteint. En disant il faudrait que le parti ait une assise au plan national. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous prenez seulement la 6e circonscription, le nombre de voix qu'il faut. Vous ajoutez Cotonou, la personne peut avoir les 10%, 20%, le parti en question, dans 2 sections seulement, alors qu'il n'a pas une assise au plan national. Donc c'est des choses qu'il faut, je vous en prie, enlevons pour éviter des ennuis. Je suis fier de cette rencontre-là. Je voudrais féliciter tous les participants qui sont venus contribuer à un partage de leurs expériences, de leur volonté de contribuer à l'élaboration d'une loi qui fait consensus. Et vraiment, je crois que je salue les initiateurs, nos collègues de l'Assemblée qui ont eu ces initiatives. Je crois que c'est quelque chose que nous voyons vraiment avec le régime actuel. Je suis député depuis des décennies. Je n'ai jamais eu des choses comme ça. Donc, c'est une avancée qu'il faut saluer. Mais je crois, nos discussions, on doit comprendre que notre pays, nous devons aller vers, pas le resserrement sur nous, pas la facilité. Parce qu'un pays qui recherche toujours la facilité n'avance pas. Donc, vraiment, nos lois doivent être les plus exigeantes possibles. Par exemple, le cas de, comment vous appelez ça, les impôts. Imaginez-vous qu'il y a des gens ici qui peuvent nous dire « Non, il faut supprimer ça ». Comment un représentant de l'État, un représentant de la nation qui arrive à l'Assemblée et il n'a pas payé ses impôts, il veut quand même se faire élire. Non, mais ça, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vraiment, il faut que vous compreniez ça et qu'on vous acceptiez qu'on élabore des lois vraiment de plus en plus rigoureuses pour nous-mêmes et pour que la nation avance. Donc, je souhaite que nos réflexions nous amènent à identifier une période pendant laquelle les forces politiques se frottent, confrontent leurs idées pour que les citoyens puissent faire leur choix en fonction des propositions réelles qui sont faites. Je voudrais féliciter vraiment ceux qui ont eu le mérite de proposer un avant-projet de document qui puisse servir de base de discussion. Rien qu'une base de discussion. Je voudrais vraiment inviter les gens à ne pas s'accouter. On a des problèmes majeurs qui ont été évoqués et vraiment nous espérons que dans la synthèse de nos réflexions, qu'on puisse y apporter des solutions. Donc les documents ont circulé, ce n'est que des pistes de réflexion et je voudrais nous féliciter pour ça. Merci. Moi, mon inquiétude par rapport au quitus fiscal, c'est que depuis un moment, les impôts font parler d'eux. Et il y a souvent des arbitrages. On redresse ou bien on demande à quelqu'un de payer X francs, il conteste, on passe aux arbitrages. Que ferions-nous si les arbitrages ne sont pas terminés avant le dépôt des candidatures? Le code électoral est responsable en bonne partie de la diarrhée des partis politiques dont l'on se plaît pour la majorité des courants politiques et de leur propre fragilisation. La deuxième chose, la reconnaissance des coalitions et fronts de plusieurs partis pour constituer des listes qui couvrent toute l'étendue du territoire national est à changer. Et nous sommes d'ailleurs que les échanges lors du séminaire précédent avaient abouti à la nécessité d'une modification. L'article qui fait le plus de polémique, c'est l'article 249. Et je voudrais que les gens prennent et qu'ils lisent. L'article 249 de ce code dit ceci.
Nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans au moins. Dans l'année du scrutin, si béninois de naissance, il n'est domicilié depuis 1 an au moins en République du Bénin et n'y vit sans interruption. Si étranger naturalisé béninois, il n'est domicilié au Bénin et n'y vit sans interruption depuis 10 ans au moins. Je m'arrête là. Cette partie, par exemple, c'est depuis 2013 que c'est dedans. C'est depuis 2013 que c'est dedans. Moi, j'étais député en ce temps-là. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que c'est mis. Ce n'est pas aujourd'hui, et je le dis et je le signe. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faudrait qu'on prenne connaissance de nos textes. Quand on finit de voter, il faut que les gens prennent connaissance des textes. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième. Vous savez, je suis très content quand les communicateurs ont mis l'accent sur le fait que notre pays ne fait que de la politique. Même nos parents, quand vous rentrez, ils sont là à vous poser la question. Quand est-ce qu'il y aura les élections? Parce que c'est en ce moment-là qu'on les intéresse. Quand est-ce qu'on va développer le pays? C'est quand? Donc c'est pourquoi cette affaire d'élection générale, ce n'est contre personne. Je crois que si vraiment on est des citoyens, on aime notre pays, surtout avec un pays à revenus très limité, on ne peut pas mettre toutes les ressources du pays chaque année à faire des élections. Dans l'agenda, il est prévu une communication sur un avant-projet de proposition de loi et certains peuvent voir en cela une manière de confisquer un peu les choses et d'imposer, disons, certaines dispositions. En réalité, pour toute discussion, il faut non seulement une base, mais je parlerai même de support de discussion, de support pour la provocation, pour la réaction. C'est une démarche habituelle qu'en allant à un atelier ou à un séminaire, sur une thématique donnée, on puisse proposer un test, un avant-projet de test qui permette aux uns et aux autres, qui inspire les gens, qui inspire tous ceux qui veulent contribuer. Donc, c'est juste des propositions, c'est juste des suggestions qui peuvent provoquer d'autres propositions. Et c'est l'ensemble qui pourra être mis disons, dans un test consensuel pour permettre aux députés qui sont à l'Assemblée nationale, dont la tâche est de proposer des lois qui peuvent leur permettre de ressentir ce qui est pensé, ce qui est souhaité par les uns et les autres, par les différents acteurs, pour que véritablement la loi qui sera votée soit vraiment le fruit d'un consensus qui sera réalisé à travers des échanges.